Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis dans une concession Renault et il va y avoir un ingénieur avec nous pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne l'hybride. Parce que l'hybride, il y a tellement de choix. Il y a du petit 12 volts, du 48 volts, du 1000 hybride, du full hybride, de l'hybride rechargeable, du 100% électrique. On va parler électricité, puisque oui, ça rejoint de plus en plus les voitures de nos jours. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'il existe comme batterie, quel type de modèle vous pouvez choisir. Et à la fin, j'espère que vous allez enfin pouvoir trouver quelque chose qui va pouvoir vous convenir. Bon, on vous explique tout ça. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez juste en bas dans les commentaires et on pourra refaire des vidéos. Mais normalement, j'espère que vous allez tout comprendre. Alors, aujourd'hui, me rejoint Pierre Cornet, enchanté, je suis en charge des projets chez Renault, l'ensemble des projets de motorisation électrique, hybride, thermique classique, et on va partager tout ça ensemble. Parfait, donc on va pouvoir comprendre et dénouer un petit peu tout ce qui est cette hybridation de la petite, légère, très légère, moyenne, full hybride, jusqu'à la version 100% électrique qu'on a chez Renault avec la Mégane. Très bien, alors finalement quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé dans les différentes technologies automobiles, on a commencé par avoir une basse tension pour éviter les problèmes d'électrocution, et ce qui a permis d'alimenter le tableau de bord, faire fonctionner le moteur thermique classique. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que cette électricité qui était disponible pouvait aussi servir à diminuer la consommation de carburant. Donc première étape, ça a été ce qu'on a appelé le stop and start, c'est-à-dire qu'on arrête le moteur quand on n'en a pas besoin. Deuxième étape, on s'est dit finalement, cette électricité disponible dans la batterie pourrait aussi aider à faire avancer la voiture. Donc il y a eu les premières idées de traction avec du 12 volts, mais très rapidement, ce besoin de puissance, quand la tension est faible, conduit à des courants très importants et donc des câbles très gros. Donc assez naturellement, on s'est dit, on va pouvoir gagner en taille de câble en augmentant la tension. Alors le travers d'augmenter la tension, c'est qu'on peut se faire électrocuter. D'où la nécessité d'un système très bien optimisé, très bien protégé et qui a permis, avec la technologie qui a avancé, de monter tout doucement les étapes de la tension. De 12, on est passé à 48 volts, il y a eu des premières expérimentations, puis on a pu aller un petit peu plus loin, le 200 volts pour les full hybrides, puis maintenant même des 400 volts, et enfin des applications complètement électriques qui sont, elles, natives en 400 volts et demain en 800 volts. Alors tout ça, finalement, c'est plus la tension augmente, plus la consommation de carburant baisse, plus la tension augmente, plus le plaisir de conduite augmente, puisque on a, c'est ce qu'on appelle l'EV feeling, la capacité à avoir instantanément du couple, la voiture décolle, enfin, on est transporté par ce moteur électrique qui est de plus en plus présent, d'autant plus que la tension est élevée. D'accord, donc aujourd'hui, il existe toujours du 12 volts, 48 volts. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle les 1000 hybrides ou les micro-hybrides. C'est ça. Donc en gros, on reste encore sur 12 volts, 48 volts. C'est des sortes de gros start and stop que l'on a avec des fois une petite impulsion sur le vilebrequin, souvent où c'est monté, pour pouvoir aider le moteur dans les phases d'accélération. Surtout, c'est au départ, quand on est à 0 km/h, à ce moment-là où ça consomme beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'essence. Et ensuite, c'est le moteur qui vient tourner. Donc ça, on sait qu'une fois que le moteur est lancé, c'est un petit peu comme tout, le moteur tourne et sur autoroute, par exemple, à régime stabilisé, on voit qu'on ne consomme pas trop sur des petites routes à 80 et autres. Donc le 12 volts, ça se fait par exemple sur quel modèle encore chez Renault? Alors aujourd'hui, le 12 volts, on va le trouver bien par exemple sur Austral qui vient de sortir. Il a accompagné notre nouvelle base thermique moteur, là, un 3 cylindres turbo, pour lequel on est même allé un tout petit peu plus loin que ce que tu viens d'expliquer. C'est que non seulement on a un petit boost électrique au moment du décollage, mais en plus, un des défauts du moteur turbo, c'est le temps de réponse du turbo. Eh bien, on vient compenser ce temps de réponse par un boost électrique. Ce qui fait que finalement, on a l'impression, avec ce boost électrique, d'avoir presque instantanément le couple du moteur thermique. Et donc, ce qui fait là aussi un réel plaisir de conduite. Donc ça, c'est la version qu'on a sur Austral en 48 volts, qui permet d'avoir des câbles, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus petits et donc moins chers, et de passer plus de puissance. On a aussi dans Austral une version avec le 4 cylindres, 160 chevaux, qui est micro-hybridé 12 volts. Donc c'est le même principe. On a toujours deux batteries. Une batterie pour le réseau de bord, qui est là pour faire fonctionner le tableau de bord, les compteurs, l'éclairage à l'intérieur. Et une batterie qui est là pour finalement récupérer de l'énergie lorsqu'on décélère, ou de récupérer de l'énergie quand
Le moteur en fournit gratuitement. C'est typiquement quand on lève le pied, le moteur continue de tourner, il ne consomme pas de carburant et il peut entraîner une génératrice et ainsi charger la batterie. Donc cette batterie, elle est séparée de la batterie du réseau de bord. Et quand on a besoin de ce petit boost que tu évoquais, eh bien on va l'utiliser pour ramener de la puissance sur le vilebrequin et hop, on se sent transporté. D'accord. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, la récupération d'énergie, elle se fait et c'est gratuit. Absolument. Puisque au final, un moteur thermique, lorsqu'on ralentit, en fait, juste on ne consomme plus, mais on ne crée rien. Exactement. Et l'avantage de l'électrique et de ces hybrides, micro-hybrides, c'est justement qu'on va à chaque phase de décélération récupérer de l'énergie qu'on peut réinjecter pour consommer un petit peu moins. C'est bien ça l'idée, c'est que historiquement, la batterie était chargée par le moteur, donc consommait du courant. Avec l'alternateur. Exactement. Et donc ça consomme du carburant puisque il faut charger la batterie. Là, l'idée, c'est d'utiliser toutes les phases où on ne consomme pas de carburant, mais on a de l'énergie dissipée qui disparaît dans l'air et que l'on va remettre dans la batterie. Et donc, quand on s'est dit, tiens, quand on, typiquement, comme on le dit, on lève le pied, il n'y a plus d'injection, plus de carburant, le moteur décélère, eh bien, au lieu de décélérer comme ça sur ses frottements, autant charger une batterie. Et après, on s'est dit, ah mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un peu plus loin? Quand on freine, finalement, transforme de l'énergie cinétique de la voiture qui ralentit en chaleur, vous avez déjà mis les mains sur les freins, c'est très chaud, en chaleur qui se dissipe à l'extérieur. Pourquoi pas récupérer cette énergie pour là aussi charger la batterie? Et on arrive à l'hybride. Ce qu'on appelle le full hybride, c'est bien ça, c'est qu'on a ajouté la capacité de récupérer l'énergie du freinage. Ce qui donne encore plus d'énergie gratuite, qui était gaspillée avant, pour cette fois pouvoir avancer en électrique, puisqu'on a associé le full hybride à une batterie beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante, une machine électrique plus grosse, plus puissante, qui permet de rouler en électrique. Et là, avec de plus grosses batteries, comme on retrouve donc par exemple dans l'Austral, et on est même allé un petit peu plus loin, par exemple donc ce Capture, ou ensuite encore plus loin avec le 100% électrique, c'est des batteries pour le full hybride plus grosses qui vont au final nous permettre de rouler une certaine période en 100% électrique. C'est ça, absolument, absolument. Donc on se retrouve dans une situation où, comme je le disais tout à l'heure, c'est au fur et à mesure que la tension a pu augmenter, parce que technologiquement ça devenait faisable, on a pu augmenter la taille des batteries, on a pu récupérer l'énergie au freinage, et donc c'est moins de consommation, plus de plaisir de conduite électrique, puisque des modes électriques plus longs, avec plus d'occurrences. Typiquement, sur cette version-là, pour l'avoir personnellement essayé, travaillé, jusqu'à 130-140 km/h, on peut être en mode électrique. Ouais. Bah, on l'a essayé également sur la chaîne, il y a des essais complets sur cette voiture, et même d'ailleurs toutes ces voitures, parce que j'essaye un petit peu de tout. C'est vrai qu'on peut le voir, surtout quand on relâche le pied, par exemple, quand on est sur l'autoroute, c'est vrai que quand on relâche, on passe directement en électrique, ça coupe le moteur, donc il n'y a plus du tout de consommation. Absolument. Ça peut garder une sorte de petit roue libre, selon comment on joue avec la pédale, et c'est vrai que là c'est intéressant, justement, pour pouvoir se dire, on va essayer d'optimiser le maximum le temps en électrique, pour consommer le moins possible au final. Et il y en a même pour qui c'est devenu, alors je ne sais pas si on peut dire jeu, mais un plaisir que d'essayer justement de bien faire attention aux différentes phases et d'anticiper, de stocker un maximum d'énergie qui aurait été perdue sinon, de façon à pouvoir la réutiliser en redémarrant et baisser sa consommation globale. Et donc on arrive à des scores très très bons. Très, très bons. Moi je pense que j'arrive aux alentours des 4 litres avec ce genre de joujou en roulant vraiment cool. Oui. Et vous connaissez la chaîne, moi j'aime bien rouler assez soft. Et donc après, comme je disais, ici on est passé à un step un petit peu au-dessus, il y a le plug-in hybride. Oui. Donc le full hybride, c'est on n'a pas besoin de recharger, on ne se prend pas la tête, je mets de l'essence comme d'habitude, on a des consommations raisonnables, on roule, il y a un petit peu d'électrique, à chaque fois qu'on freine, ça recharge. Ça aussi, ça joue pour les plaquettes, parce qu'au final, on use beaucoup moins les freins, puisque c'est un moteur électrique sur les full hybrides, comme ça. Pas sur les petites 48 volts et 12 volts. Parce qu'on n'a pas de récupération freinage sur les petites, absolument. Alors que sur les grosses, on relâche, on a un frein moteur électrique qui permet de régénérer et recharger la batterie. Ensuite, sur les, comme celle-ci, qui est sortie également sur l'ancienne Mégane, on avait essayé sur la chaîne également, il me semble qu'il y avait celle-ci, il y a d'autres qui étaient en plug-in. Alors il y a Mégane Break, Mégane Berline et Capture qui sont les trois en plug-in hybride. Qui étaient disponibles. Et donc là, on recharge directement sur une borne de recharge, comme une voiture électrique ou à la maison sur une borne en quelques heures, pour pouvoir rouler en 100% électrique. Donc cette fois-ci, là, on peut avoir des phases beaucoup plus longues, 30, 40, 50, jusqu'à 100 km pour certaines marques. Je crois que c'est Mercedes qui fait des voitures jusqu'à 111 km. On avait fait l'autre fois avec la classe C, où là, ça commence à devenir quasiment des voitures électriques.
mais avec un côté thermique pour partir en vacances ou autre, sans avoir toutes les contraintes de l'électrique pour des gens qui voyagent beaucoup, mais qui au quotidien font au final amener les enfants à l'école, aller au boulot. Et ça a de l'avantage aussi puisqu'on roule en 100% électrique. Donc en ce moment, comme on est dans les normes de CO2, il faut respecter, etc. On a pas mal de bonus également sur ces voitures. Quel est l'avantage en fait de l'hybride rechargeable ou de l'hybride simple? Alors finalement, si on regarde, on a d'un côté l'hybride simple, de l'autre le 100% électrique, et au milieu, on a essayé de grouper les deux. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Comme tu l'as expliqué, on a la capacité à rouler en mode hybride, donc on utilise du carburant, on régénère. Quand on freine, on recharge la batterie, et donc ce qui fait une consommation de base très faible. Et puis on a la possibilité de bloquer complètement en mode 100% EV grâce à une batterie beaucoup plus grosse qu'une version full hybride standard. Et donc en bloquant le mode en 100% électrique, on va rouler comme si on avait une voiture électrique. Donc pour faire des petits trajets, c'est très bien parce que ça veut dire que typiquement c'est la voiture de la semaine qui est électrique, la voiture du week-end ou des vacances qui est hybride. Okay. Donc on a essayé de rejoindre les deux mondes. Ce qui n'est pas toujours facile parce que finalement, ça oblige à supporter le coût d'un GMP thermique hybride, plus une grosse batterie, plus un chargeur, plus. Hein, voilà. Donc, ça rajoute, exactement, ça veut dire que ça augmente le prix, ça offre certains avantages. Donc le compromis, c'est toujours une affaire d'adéquation par rapport à l'attente du marché, par rapport à ce que nos clients souhaitent. Hein, c'est pas toujours facile de s'adapter. Mais là, nous, on a bien cette technologie disponible, sachant que les deux que vraiment on pousse très fort à ce stade, ce sont bien le full hybride avec sa performance intrinsèque, son niveau de consommation faible, et le full électrique avec sa capacité à être, comme son nom l'indique, complètement électrique. Parce que là, on a l'avantage. D'un côté, on a le full hybride où c'est une petite batterie, souvent 1 kWh, 2 kWh, c'est ça. Où la voiture est quand même plus légère. On a les mêmes moteurs en fait dans un plug-in hybride et dans une hybride, puisqu'au final, c'est quand même le moteur électrique qui va rouler en électrique lorsqu'on va consommer de la batterie. Donc, on a besoin de la même chose puisque c'est hybride. Sur une voiture électrique, ce sera différent. On y viendra juste après. Mais là, on a avantage petite batterie, donc moins de poids. Là, on a plus de poids parce que les batteries sont plus grosses. Souvent, on a une centaine de kilos supplémentaires, voire 200, voire 250 pour les plus grosses capacités. Et c'est vrai que le full hybride a cet avantage de consommer moins également puisqu'on transporte moins de poids. C'est comme une voiture chargée avec du monde ou pas. Et c'est vrai que là, lorsqu'on va rouler par exemple en hybride, ça va consommer un petit peu plus d'essence plutôt que là. Ou si les gens sont vraiment intéressés par l'électrique, c'est vrai que de plus en plus de personnes passent au 100% électrique. C'est ça. C'est qu'en fait, tu l'as très bien expliqué, très bien résumé, c'est que l'autre inconvénient, c'est qu'on embarque toujours cette grosse batterie. Hein, et donc, si c'est très utile quand on est en mode urbain, 100% électrique, puisque là, on n'émet aucune émission il n'y a aucune émission de CO2, ça l'est beaucoup moins quand on va partir sur un trajet autoroutier où on va devoir supporter cette masse supplémentaire par rapport à une version full hybride. Donc ça, c'est un des écarts significatifs. Alors juste un petit rectificatif, tu as dit ce sont les deux mêmes groupes motopropulseurs, pas tout à fait. Exactement. Puisque dans cette version, c'est celui qu'on appelle le S, le petit, S comme small. Dans celui-là, c'est le M comme medium. Okay. Donc là, le moteur thermique est un petit peu plus gros, plus puissant. C'est un turbo 3 cylindres. Là, c'est un 4 cylindres Atmo, moteur thermique un peu plus petit. Mais effectivement, tout le reste est identique. Okay. Même boîte de vitesse robotisée, pilotée, même machine électrique, que ce soit la plus grosse machine électrique de traction et la petite qui vient s'accrocher au moteur. Ok. Et ça, on avait fait une vidéo dédiée avec des ingénieurs aussi chez Renault où on expliquait ces nouveaux moteurs e-tech sur le Austral où maintenant il n'y a plus de boîte de vitesse. C'est une boîte un peu issue de la Formule 1, boîte à crabot, où on démarre toujours en électrique. Cette phase où justement ça consomme le plus pour déplacer toute la masse et la lancer. On avait fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à les regarder, je vous mets le lien dans la description. Et c'est vrai qu'il y a quand même des avantages au full hybride. Et donc, au niveau des batteries, donc on a des batteries un petit peu différentes. Quels sont les voltages? Parce qu'on parle aussi de volts. Donc, on a dit 12, 48, on a 200, 400 volts, 800 volts. Qu'est-ce qu'on a par exemple sur un hybride rechargeable ici ou sur celui-ci? Quelles sont les différences? Alors, donc la première version hybride, full hybride du petit modèle était en 200 volts. Quand on est passé à la version d'Austral, on est passé à 400 volts pour avoir plus de puissance. Hein. C'est toujours ce que j'expliquais tout à l'heure, un compromis entre le coût, la puissance, etc. Donc 400 volts pour celle-là.
Cet hybride rechargeable, lui, est en 400 volts aussi, donc toujours pour avoir la capacité à avoir de la puissance et pouvoir propulser en électrique et aller le plus loin possible en électrique, d'autant plus que c'est une version rechargeable, donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, qui peut rouler en électrique pur. Et puis, quand on est sur un électrique pur, 400 volts et demain 800 volts, ce qui va permettre une capacité de charge plus importante, puisque, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, plus la tension est importante, à même puissance, plus le courant est faible. Donc, plus les tailles de câbles sont faibles, et moins ça coûte cher, et plus c'est accessible. Enfin, tout ça, c'est un cercle vertueux, finalement. Okay. Ça, si vous avez bien suivi vos cours de physique, c'est U égale RI. Absolument. Exactement. Donc, tension, intensité, résistance. À même puissance. On augmente la tension, on baisse l'intensité et la résistance. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça aussi que les capacités augmentent. Et après, c'est pareil. Donc, on va parler de capacité. Juste après, on a des batteries qui sont en kilowatts. Donc, on parlait par exemple là-dessus, c'est entre 1 et 2 à peu près sur les hybrides rechargeables. Kilowattheure. Kilowattheure, exactement. La puissance qui est transmise, c'est du kilowatt. Et là-dessus, on est sur à peu près 10-15 kilowattheures à peu près. Et ça. Sur les batteries de Mégane, par exemple, on est à 60. Absolument. Et il y a des grosses batteries sur les véhicules plus premium qui montent maintenant jusqu'à 110 à peu près, comme on a pu le voir sur une BMW i7 ou sur le nouveau Mercedes EQS que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc, par exemple, niveau consommation, qu'est-ce que ça donne? Alors, tout simplement, quand on parle de kilowatts, c'est la puissance. Kilowattheure, c'est l'énergie embarquée. Et aussi simplement que quand je suis sur l'autoroute et que je roule, il faut à peu près 20 kW, c'est de la puissance pour avancer. Si je roule pendant 1 heure, eh bien, il va me falloir 20 kWh. C'est la capacité dont j'ai besoin, l'énergie dont j'ai besoin dans la batterie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Voilà. Vous voyez les ordres de grandeur. Alors, je vous dis ça, c'était juste un peu simpliste, mais c'est bien la réalité de la physique qui est derrière. Okay. Comme un four 2000 watts. On suppose que pendant 1 heure, ça va consommer 2000 watts. Exactement. Donc, ça va faire 2000 watts fois 1 heure. Donc, ça fait 2 kWh. Absolument. Puisqu'au final, c'est comme les kilomètres et les mètres. Des watts, il faut considérer comme un mètre. Et le kilowatt, c'est 1000 watts. Exactement. Très simple, l'électrique. Pas plus compliqué que ça. Alors, au niveau des batteries, on entend beaucoup parler de batteries lithium. Est-ce qu'il n'y a que ça dans les batteries? Ou est-ce que les 12 volts, c'est du lithium, 48 volts aussi, 200, 400? C'est quoi un petit peu la composition des batteries? Alors, il faut faire la différence entre d'un côté les batteries historiques au plomb du réseau de bord, donc on ne va pas parler de celle-là, et puis après les batteries donc avec une technologie comme le lithium par exemple, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de composés à l'intérieur. C'est vrai pour des batteries 12 volts micro-hybridées, c'est vrai pour les batteries 48 volts de micro-hybrides, 200, 400 et les full hybrides. Et les full électriques, pardon. Donc, si on regarde d'un peu plus près, on est beaucoup autour de ces métaux, de ces terres rares. Il n'y a pas que ça dans une batterie. Donc, la batterie, c'est d'abord une énorme boîte qui doit participer à la structure de la voiture, qui doit résister au choc, parce qu'à l'intérieur, il y a des éléments chers et sensibles. Et donc, à l'intérieur, on va y mettre finalement l'équivalent de piles unitaires, mais un petit peu plus grosses quand même. De formes différentes en fonction des choix de chacun. Donc ça peut être un peu des formes de piles cylindriques ou des formes à plat ou des formes plus prismatiques. Chacune de ces petites piles sont assemblées, câblées, et puis on va avoir un gros câblage qui va les relier ensemble. Donc finalement, on va parler de cellules qui sont assemblées en modules, et les modules sont assemblés dans le pack. Okay. Alors à tout ça, il ne faut pas oublier d'ajouter une électronique de contrôle, parce que ce n'est pas le tout de les brancher, il faut aussi pouvoir dialoguer, les surveiller. C'est important de pouvoir les surveiller puisque ça chauffe, donc il faut pouvoir en maîtriser la température, donc il faut pouvoir informer le superviseur global qu'il faut refroidir ou il faut les réchauffer parce que ça a besoin aussi de température pour bien fonctionner et en extraire toute l'énergie. Donc finalement, l'image qu'on s'en fait, c'est un peu l'image de la pile de ma lampe torche. C'est beaucoup plus loin que ça, puisqu'il y a cette pile, effectivement, cette fonction de stockage d'électrons et utilisation des électrons, mais il y a aussi toute l'architecture qui va autour, sa connectique et son pilotage. Ok, ça c'est surtout pour les voitures électriques, 100% électriques, parce que sur une petite de 48 volts, non, si, c'est pareil. C'est pareil. Okay. Et effectivement, alors bien sûr, en beaucoup plus petit, mais on a la même électronique de contrôle. Mais,
sur un VTT électrique, hein, il y a une électronique de contrôle. De la même manière, on appuie sur le bouton, on voit quelle est la charge, etc. Alors, il n'y a pas le refroidissement, il n'y a pas le réchauffage, mais on voit bien, si tu en utilises un, que l'hiver, on a un peu moins d'autonomie avec son VTT électrique. Et bien, c'est exactement la même chose. Et nous, pour pallier à ça, on utilise des fonctions de réchauffage pour pouvoir extraire plus d'électrons de la batterie. D'accord. Et ça, par exemple, on le voit aussi surtout sur les voitures électriques. C'est par exemple quand on va avec des voitures qui rechargent vite, avec des voitures qui rechargent à 150, 200 kW, on a souvent un planificateur qui nous permet de pouvoir préchauffer la batterie pour pouvoir encaisser le maximum de puissance d'un coup. Parce qu'à froid, donc de ce que j'ai compris, hein, le froid c'est un petit peu comme pour nous, on est un petit peu frisqué comme ça. On va dire que les électrons c'est un petit peu comme nous, en fait on va courir moins vite, se mettre dans la batterie quand il fait froid. Parce que les petits ions à l'intérieur ont plus de difficultés à bouger dans la batterie. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est là où on va rejoindre une autre avancée technologique importante pour les véhicules électrifiés, c'est la connectivité et c'est la capacité à anticiper un certain nombre de choses. Et c'est ce qu'on a l'habitude d'appeler un route planeur ou tout simplement c'est finalement un GPS un peu plus interactif qui va, lorsqu'on donne une destination, nous chercher une borne de recharge dispo en fonction de l'ensemble du trajet pour minimiser le temps de trajet. Hein. Donc ça sera un arrêt, 2 arrêts ou 3 arrêts qui seront planifiés. Il va réserver la borne, mais effectivement, en fonction des conditions atmosphériques, il va pouvoir décider quelques minutes avant d'arriver à la borne de maintenir la batterie à température de façon à ce que quand on arrive à la borne, elle est à la bonne température pour charger le plus vite possible. Donc tout ça, cette intelligence, c'est toujours au service du client, c'est toujours au service de l'usage pour en profiter le plus pleinement possible. Et ça, on l'a vu également avec la Tesla Model S Plaid, par exemple, qui faisait plus de 1000 chevaux, où la batterie avait besoin en fait, de se préconditionner pour donner les performances maximales. Parce que pareil, lorsqu'on tire beaucoup d'électricité, ça chauffe. C'est pour ça qu'on le dit, par exemple, même à la maison, on ne met pas des rallonges sur des rallonges et qu'on laisse embobiner parce que l'électricité, ça chauffe et plus on tire dessus, plus ça chauffe. Exactement. Et là, c'est pour ça que dans certaines conditions, il faut que les batteries soient préchauffées à bonne température pour pouvoir délivrer maximum de puissance, donc en sortie comme en entrée. Donc, soit pour délivrer au moteur, soit pour recharger lorsqu'on va le brancher sur une borne. Donc, on a du 400 volts, par exemple sur la Mégane 100% électrique. On parle aussi certaines marques de 800 volts qui permettent souvent là, de diviser par 2 les temps de recharge. Est-ce que chez Renault, par exemple, on peut imaginer dans le futur aussi qu'on arrivera sur des temps plus rapides ou Alors, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de mettre à disposition de nos clients tout ce dont il a besoin. Et effectivement, dans les axes de travail, de recherche et développement, il y a l'accès aux 800 volts. Le 800 volts va permettre un certain nombre d'avancées sur la capacité de charger vite, puisque comme je le disais tout à l'heure, comme tu l'as rappelé, tout est une affaire de U égale RI. Hein. Si on augmente la tension, on va baisser le courant, et donc on va pouvoir, en chauffant moins fort et en ayant des câbles moins gros, pouvoir faire passer beaucoup plus de puissance. Alors ça, très bien, mais il faut aussi que le service de borne soit capable, lui, de fournir du 800 volts. Hein. Il faut un certain nombre d'agilité, de versatilité de l'ensemble des technologies. Donc, on ne pourra pas le faire seul. Hein. C'est bien tout l'écosystème qui va se déplacer. Mais ça, on le sent bien, que l'écosystème va vers du 800 volts, sans doute, plus de bornes, on les voit, il y en a de plus en plus. Mais il faut du temps, hein, c'est en train de se déployer, il faut du temps. Mais on pousse aussi, on pousse. Et pareil, donc après, on a dans les chargeurs, on a ce qui est chargeur, les prises type 2, donc la prise simple, et on a les chargeurs combo. Donc on passe soit en alternatif, soit en continu. Alors, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, quelle est la différence entre l'alternatif et le continu? Pourquoi le continu, ça va plus vite également pour recharger? Et quel type de chargeur on a? Parce qu'on sait que souvent on a des chargeurs. La moyenne, c'est 7,4 kW dans les voitures. Après, on peut avoir du 11, du 22. Et souvent, quand on passe au-dessus, par exemple du 50, 60, 100, 150, voire 250 pour certaines voitures, là, on passe en DC, donc en courant continu. Pourquoi il y a du alternatif et du continu? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais pour faire simple, finalement, le courant alternatif, c'est le courant disponible sur le réseau. Et c'est celui qu'on a chez soi. Donc, il permet de charger facilement puisque la prise existe à la maison. Alors, elle existe soit directement, et là, on va avoir des faibles puissances, ou alors avec
un système adapté qui permette d'offrir plus de puissance. Mais cette puissance va finir par être assez rapidement limitée parce que le réseau domestique a une puissance assez limitée et en alternatif. Partant de là, on s'est dit quelles sont les autres solutions accessibles. Et là, pour augmenter la puissance, il faut se dire qu'on va se passer d'un intermédiaire qui est dans la voiture, c'est de transformer le courant alternatif en courant continu qui est stocké dans la batterie. Vous vous rappelez, la batterie, j'ai dit 400 volts. Donc, quel est le meilleur moyen d'aller charger la batterie? C'est directement de l'alimenter en 400 volts. Alors, je simplifie un peu les choses. Et de l'alimenter en courant continu, parce qu'une batterie délivre du courant continu. D'où l'idée, pour avoir des puissances élevées, d'avoir des tensions élevées, je l'ai déjà dit, et du courant continu, parce que c'est comme ça que les batteries sont natives. Hein. Donc, vous voyez que l'idée, c'est, à la maison, j'ai du courant alternatif sur mon réseau domestique, je le transforme en un courant continu pour charger ma batterie. Ça, c'est mon chargeur alternatif. Je suis limité en puissance par les puissances disponibles, soit dans mon réseau domestique, soit un peu plus. Voilà. Donc, on va retrouver du 22 kW au maxi. Et puis, quand je veux passer au-dessus, je suis natif en courant continu, ce qui me permet d'avoir accès à de la haute tension et à de la forte puissance, et je charge directement la batterie. D'accord. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, et on parle toujours des batteries. Beaucoup de gens se font du souci par rapport à la durée de vie de la batterie. Souvent, on voit quasiment toutes les marques, c'est en gros 8 ans de garantie avec 160 000 km pour 70% de la batterie. Parce qu'on voit que même nos téléphones maintenant, par exemple, moi j'ai un iPhone, quand je lui dis état de la batterie, il me dit il me reste, je suis à 90% de vie. Oui. Donc, on a les hybrides rechargeables, on a 100% électriques et on a les comme ça. Mais on voit que ce n'est pas du tout les mêmes nombres de charges-décharges. Par exemple, ma voiture électrique, je vais faire 400 km, je vais peut-être la recharger une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines selon mes utilisations. Mais quand j'utilise par exemple une hybride, des fois elle va se recharger, si je pars en vacances, elle va peut-être se charger, décharger 15 fois. Comment ça fonctionne en fait, cette autonomie, cette durée de vie et comment ça fonctionne? Alors déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la batterie d'un véhicule électrique va elle aussi, lors d'un roulage, se charger et se décharger à chaque freinage, de la même manière, pour récupérer l'énergie qui sinon aurait été gaspillée. C'est un moyen d'augmenter l'autonomie. En revanche, effectivement, c'est par rapport à la taille de la batterie et à l'ensemble de son énergie embarquée que cette charge est décharge beaucoup moins profonde. Dans le cadre de l'hybride, la charge-décharge est beaucoup plus profonde, mais on n'utilise pas toute la capacité disponible parce que sinon ça endommagerait la batterie. Et 2, ce sont des chimies spécifiques, dédiées, capables de supporter plus de charge-décharge propres à l'usage d'un hybride par rapport à une électrique pure. Donc ce sont des technologies différentes qui conduisent à des compromis différents en termes de capacité à charger, en fréquence, en amplitude, en énergie, en puissance. Voilà. Et donc toute la beauté de notre métier, c'est justement d'optimiser ces produits en fonction de l'usage qui en sera fait. Et quelle est la différence dans la batterie? Donc s'il y a une petite chimie différente, c'est quoi principalement qui va jouer en fait on va avoir essentiellement les éléments physico-chimiques en eux-mêmes qui vont avoir une capacité… alors c'est toujours une affaire de compromis parce que finalement si on avait la réponse universelle qui convienne à toutes les applications, ça serait facile et je pense qu'on l'aurait tous trouvé. C'est toujours une histoire de compromis. D'un côté, on va avoir du coût. De l'autre, on va avoir capacité à avoir beaucoup de puissance instantanée. C'est ce dont on a besoin sur un hybride, mais une quantité stockée plus faible. Voilà. Donc, c'est l'agencement des différentes molécules qui va permettre ces différents compromis. D'accord. Et aussi, j'entends souvent parler, il ne faut pas descendre en dessous de 10%, il ne faut pas charger sa batterie à 100%. Pourquoi? Est-ce qu'on peut y répondre? Alors oui et non. En fait, première chose à avoir en tête, pour des raisons de fiabilité de la batterie, le superviseur que j'ai évoqué tout à l'heure, qui contrôle la batterie, va veiller au grain. Il va faire attention à ce qu'on l'utilise dans les plages de fonctionnement qui font qu'on ne dégrade pas la batterie. Ça, c'est la première chose. Donc, pas d'inquiétude en tant qu'usager. Okay. Deuxième point, c'est ce qu'on peut voir, c'est que la capacité à charger une batterie, c'est exactement comme les téléphones. On peut se permettre, quand la batterie est pas complètement déchargée, d'aller vite pour la recharger jusqu'à pas complètement chargée. Et c'est finalement le moyen de récupérer de l'autonomie le plus rapidement possible en chargeant. Donc c'est plutôt ce concept-là qu'il faut avoir en tête.
D'où l'intérêt, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure de ce GPS évolué qu'on appelle un EV route planner ou un route planner, qui permet justement de prendre en compte cette situation et de dire, ben voilà, il vaut peut-être mieux faire 2 arrêts charge entre 20 et 80% de la batterie, plutôt que de faire un seul arrêt batterie vide pour finir mon trajet. Parce que je vais mettre moins de temps à charger 2 fois 60% de ma batterie que de charger une fois 100% de la batterie. Donc tout ça, c'est à prendre en compte dans le cadre de l'usage. Okay. Mais ça, c'est vrai, on le voit. Enfin, souvent sur les vidéos de recharge, je le montre. Je l'ai fait l'autre fois avec la Tesla, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps avec le QS. On voit qu'on pouvait charger à 200 kW très rapidement à partir de 20% de batterie. Souvent, on a un gros pic et ensuite, ça redescend petit à petit. Donc là, en fait, on revient au principe un peu de l'entonnoir où au début, on peut mettre beaucoup, ça coule vite. Et en fait, quand c'est quasiment plein, ça galère un petit peu à couler dans la batterie. Tous les trous. Voilà. Exactement. Et c'est comme le Tetris, au début c'est facile et après on est là. Et quand on arrive près de la limite, là on sent qu'on va pas tarder à perdre. Exactement. Donc ça, c'est vrai que c'est important si on veut s'arrêter le moins possible et recharger le plus vite. Mais on n'a pas répondu à la question, est-ce qu'il est bon ou pas de descendre en dessous des 10% ou charger à 100%? Donc ça, je le redis, vous pouvez vous appuyer sur l'électronique de contrôle et tout le software, tous les développements qu'on a fait derrière. Et d'ailleurs, on profite nous, de notre expérience de 10 ans de la Zoé, plus de 350 000 voitures vendues, pour récupérer des datas. On le fait régulièrement et donc on analyse et on regarde l'état de santé de nos batteries, fonction de l'usage. Alors par usage, ce n'est pas qu'une question de kilomètres, ce n'est pas qu'une question de quantité de charge-décharge, c'est aussi de la durée, puisque l'âge transforme et vieillit les batteries. C'est aussi des conditions extérieures, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas tout à fait la même chose quand on l'utilise dans des pays nordiques ou dans les pays du Sud. Voilà, donc tout ça, on collecte ces données et connaissant, puisqu'on a accès à l'état de santé de la batterie, on arrive à modéliser son comportement et on réinjecte ça dans les nouveaux modèles. Donc ça nous permet, parce que on a bien compris que dans une voiture électrique, la batterie, c'est un gros poste de coût. Et c'est forcément à la revente une grosse contribution à la valeur résiduelle de la voiture. Donc il est important de bien maîtriser cette fiabilité et d'être capable de maintenir suffisamment d'autonomie à la voiture quand elle est à la revente. Et ça, ça fait partie vraiment de la gageure qu'on a prise là, que de rendre nos batteries les plus durables possibles. Alors bien sûr, on ne peut pas garantir 100%, puisque une batterie, ça s'use. Mais, toujours pas répondre à ma question, est-ce que, en tant que particulier, est-ce qu'il est mieux que je recharge à 100% tous les soirs? Ça pose pas de problème? Ça ne pose pas de problème. Ok. Et je peux me redescendre par exemple 3% et recharger à 100%? Absolument. Et la batterie sera toujours en bonne condition? Parce qu'avec la gestion, ça se débrouille bien. La seule chose qui peut vous arriver en jouant avec la limite, c'est d'être en panne avant d'arriver à la borne. D'accord. Et est-ce que quand on arrive à 0, est-ce que la batterie est vraiment à 0 ou il reste quand même une petite marge? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que justement, il y a toute une stratégie de contrôle qui permet d'éviter d'endommager la batterie. Et donc, dans les faits, il reste un petit peu d'électrons dans la batterie, mais ils ne sont pas utilisables. Ok, parfait. Comme ça, on saura. Bon, la magie du cinéma, on a changé d'angle. Donc, on a parlé un petit peu de tout ce qui est technologie, batterie, etc. Donc là, on a la Mégane qui maintenant, elle est vendue en 60 kWh de batterie. C'est ça, donc la plus grosse autonomie. Parce qu'on se rend compte aussi que les gens cherchent souvent des grosses capacités, mais beaucoup de gens qui passent à l'électrique aussi se rendent compte que avoir beaucoup de capacités, c'est pas forcément toujours utile, parce qu'au quotidien, en final, comme on disait, avec les planificateurs de charge, etc., on voit qu'on s'arrête, on recharge assez vite, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir une grosse batterie. Alors 60, je trouve, c'est le bon compromis, parce que ça permet une autonomie confortable. On a quoi en autonomie avec ça? 470. 470, donc ça c'est les normes WLTP, donc on va dire entre 350 et 400 en réel, ce qui est en vrai suffisant pour beaucoup de gens, parce que la moyenne française, je crois, c'est moins de 30 km au quotidien. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à nous dire, vous, combien de kilomètres vous faites au quotidien, mais pour la plupart, aller-retour boulot, quand c'est en voiture, c'est ça. Après, c'est pareil. Si on est à la campagne, sur des petites routes à 70, on consomme beaucoup moins que sur autoroute. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent au niveau des consommations. Donc là, en kilowatts, parce que… Kilowattheure au par 100 kilomètre. Voilà. Absolument. Souvent, on se dit ça. Donc, on va dire qu'en gros, ces voitures, c'est entre 15 et 20 kilowattheure au 100 km. Comme on avait les litres au 100 à l'époque. Absolument. Maintenant, on évolue petit à petit. Alors, effectivement, on ne fera pas 5 kWh au 100 km, ce qu'on pouvait faire avec un diesel en litres, mais
ça joue également au prix de la conso, parce que le prix de l'électrique reste encore moins cher, même si on a une petite augmentation en France, là, on s'est dit on va payer un petit peu plus cher l'électricité, mais ça reste toujours assez avantageux pour beaucoup de gens. Pareil, au niveau, comme on disait tout à l'heure, par exemple, les plaquettes, au niveau de l'entretien, on use beaucoup moins ces plaquettes, beaucoup moins ces freins. On n'a plus de révision à faire, on n'a plus de courroie à changer. Plus de vidange, plus de courroie. Donc c'est un côté aussi agréable. Et au niveau de l'autonomie, donc là, on est sur 400 km à peu près aujourd'hui. Est-ce que dans l'avenir, on va pouvoir espérer avoir plus? Est-ce qu'on va pouvoir payer des batteries moins chères? Par exemple, j'ai cru entendre que la future R5, que j'ai hâte d'essayer d'ailleurs, aura des batteries un peu moins coûteuses. Ce sera peut-être une voiture un peu plus compacte, mais également plus légère. Donc, c'est comme un petit peu Colin Chapman disait, light is right, ça veut dire plus c'est léger, mieux c'est. Et c'est pareil pour l'électrique, je suppose. Alors, avec quelques nuances. Donc, comme on le disait tout à l'heure, on récupère énormément de l'énergie au moment du freinage. Une des grosses sources de consommation, c'est l'accélération. Donc, l'accélération, comme de l'autre côté, on récupère en décélération, c'est presque non consommant. Alors, j'exagère un petit peu, puisqu'il y a quand même des pertes par frottement, etc. Donc, ce qui fait que finalement, avoir une voiture plus lourde, c'est plus difficile de la faire accélérer, mais on récupère plus d'énergie en la freinant. Alors ça, c'est important d'avoir ça en tête, ce qui fait que finalement, sur un roulage typiquement urbain, contrairement à un véhicule thermique qui consomme beaucoup plus en urbain, un véhicule électrique consomme moins, puisque beaucoup de l'énergie qui est gaspillée sur un moteur thermique ne l'est pas sur un moteur électrique, puisqu'on récupère au freinage. Okay. Donc ça, c'est le premier point important. Alors, comme je le disais, la masse a quand même de l'effet, puisqu'on ne récupère pas toute l'énergie au freinage qu'on avait mise à l'accélération. Ensuite, arrive la consommation sur autoroute. Sur autoroute, là, qu'est-ce qui freine? Finalement, sur autoroute, on est à vitesse stabilisée, c'est l'aérodynamique. Alors, sauf quand on monte des côtes, là, effectivement, la masse compte. Mais on les descend derrière la plupart du temps. Donc, finalement, le secret tient à une masse optimisée, comme tu l'as expliqué, pour éviter de déplacer cette masse pour rien et qui consomme de l'énergie, et une aérodynamique optimisée par la taille de la voiture, son profil, etc., pour baisser sa consommation sur les phases de haute vitesse. Alors, c'est ce qu'on travaille. Ça, c'est la partie extérieure et la masse. Mais on travaille aussi la partie intérieure. La partie intérieure, ça va être le rendement de l'ensemble de la chaîne de traction. Donc, un réducteur qui transforme la sortie du moteur électrique vers les roues, il faut aussi travailler à ce qu'il y ait moins de frottement, moins d'huile embarquée, etc. On travaille aussi les frottements du moteur à l'intérieur, la capacité de l'électronique, puisque vous vous rappelez, je vous ai dit, la batterie est en continu, le moteur est en alternatif. Donc, on a toute une électronique qui transforme le continu en alternatif pour faire tourner le moteur. Cette électronique, elle perd, elle chauffe, d'accord? Donc, elle perd de l'énergie. Donc, là aussi, on travaille sur la moindre perte dans toute cette électronique de puissance. Et tout ça, ça va contribuer à augmenter le rendement. Et puis, comme on l'a discuté tout à l'heure, entre il fait chaud, il fait froid, on essaie d'extraire le plus d'énergie possible de la batterie pour augmenter l'autonomie. Donc tout ça, ça fait partie de nos axes de travail et chaque nouvelle voiture est l'occasion d'introduire ces nouveautés. Okay. Et beaucoup de gens espèrent une voiture à 1000 km d'autonomie. Est-ce qu'on pense que, est-ce que c'est possible prochainement d'avoir des voitures avec 1000 km d'autonomie en ayant des capacités raisonnables avec des futures batteries? Alors, en fait, là, moi, je me tournerai vers vous qui écoutez. C'est finalement, est-ce que vous préférez avoir une voiture de 1000 km d'autonomie et pour quel usage, ou une voiture de 500 km d'autonomie avec une batterie 2 fois moins chère? Effectivement. Moi, je sais que j'ai fait mon choix. Je préfère payer moins cher. Bon. Et recharger une fois de temps en temps. Eh ben voilà. Donc après, c'est plus au client de nous dire ce dont il a besoin. Parce que finalement, techniquement, alors, faut pas exagérer non plus, tout n'est pas faisable, mais tout est, presque tout est faisable. On pourrait se dire, on met une batterie de 200 kWh et comme un camion, on lui met des batteries énormes. Exactement. Il y a des camions maintenant qui sont en électrique. Oui, oui. Et on peut mettre des très très grosses batteries. Bon, effectivement, ça coûte très cher les batteries. Est-ce qu'on peut, donc on a dit la R5, sûrement il y aura des prix un peu moins chers. Qu'est-ce qui va diminuer un peu le prix de ces futures batteries? Alors, comme on l'a dit, une optimisation globale fait que pour maintenir une bonne autonomie, on a moins besoin d'une grosse batterie. Donc, on va diminuer la taille de la batterie. Et ça, c'est un des leviers assez simples de réduction du coût. On va aussi optimiser, fort de notre retour d'expérience,
l'ensemble de la voiture pour pouvoir gagner ici quelques euros, là quelques autres euros, et au final proposer un produit moins cher. Donc ça, c'est toute l'ambition qui est donnée à ce projet, c'est de rendre la voiture électrique accessible, la plus accessible possible, tout en gardant le plaisir de conduire, l'EV feeling qu'on a aujourd'hui sur une voiture électrique complète. Parce que c'est vrai que conduire une voiture électrique, c'est totalement différent. Il n'y a pas de bruit moteur, il n'y a pas de vibration, ça accélère en continu, ça a du répondant, c'est dynamique. Même en ville, on voit des petites Zoé des fois qui accélèrent. On dépasse tout le monde. Hein. Voilà, complètement. Et c'est vrai qu'au final, au quotidien, c'est confortable. Moi, j'utilise beaucoup les voitures électriques ou hybrides en région parisienne. C'est d'un confort. Absolument. Ça change la vie. Oui, c'est vrai. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à essayer. Essayez, même si vous avez essayé. J'ai amené l'autre fois un ami qui vend des voitures américaines, des anciennes voitures américaines de collection, dans une Porsche Taycan Turbo S. Il m'a dit, j'utilise pas ces genres de voitures à pile, parce qu'il est un grand amoureux des moteurs V8 à combustion avec des carbus. Et je l'ai emmené faire un tour et il était bluffé. Je ne citerai pas les mots qu'il a utilisés lors de launch control, mais c'était assez marrant. Parce que c'est totalement différent. Il faut essayer, il ne faut pas mourir bête. Et de toute façon, on se dirige vraiment vers l'électrique aussi. Donc, n'hésitez pas à essayer parce qu'on va forcément y passer, surtout en France, j'ai l'impression. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était un vrai plaisir d'échanger, puis un vrai plaisir d'échanger avec vous, même si ce n'est que dans un sens, puis je suis sûr que j'aurai accès au retour. Enfin vraiment, je suis très curieux de savoir comment ça a été compris, perçu. S'il reste des questions à dispo, pas de problème. Il y aura des commentaires sur la petite vidéo YouTube. Très bien. On pourra les regarder tous avec plaisir. Bon, on se fait un petit débrief. Merci. Au revoir. Merci. Bon, et pour terminer cette vidéo, voici ce que je vous ai dégoté, la toute nouvelle Clio en e-tech, version full hybride, version 140 chevaux. Bon, c'était la petite surprise de fin de vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez tout compris à l'hybride, que cela n'a plus de secret pour vous, que vous compreniez le micro-hybride, le mini-hybride, le full hybride, l'hybride rechargeable ou même le 100% électrique. 100% électrique, on s'y dirige franchement avec tout ce qui est politique de nos jours. Bon voilà, l'Europe, voiture 100% électrique 2035, même s'il y a des pays qui sont quand même en train de se rebeller un petit peu, à se dire on va peut-être faire des énergies un petit peu différentes. Par exemple avec Porsche, on a essayé le e-fuel il n'y a pas longtemps. Voilà, l'Allemagne dit un petit peu non mais on peut faire autre chose que du 100% électrique et c'est vrai que ça pourrait être bien, mais je pense qu'actuellement l'hybride simple, le full hybride, c'est une des meilleures technologies. Il y a vraiment plein de marques qui le font, comme on l'a dit pendant cette vidéo, que ce soit les Coréens, que ce soit les Allemands qui font beaucoup plus soit hybride rechargeable, soit des micro-hybrides. Après, il y a les Français qui s'y mettent un petit peu, Renault par exemple, donc avec du full hybride comme ça, mais Peugeot, etc. S'ils ne sont pas encore vraiment mis, ils ont soit de l'hybride rechargeable, soit du micro-hybride avec des gros start and stop. Après, il y a des marques comme Renault, où il y a pas mal de choix, Hyundai, Kia, etc. Ils ont des micro-hybrides, du 48 volts, de l'assistance au démarrage, ce genre de choses. C'est plutôt intéressant. Mercedes, qui eux font des hybrides avec un très très long range, plus de 100 km maintenant. BM qui s'y met, Porsche qui remonte un petit peu, mais Porsche va passer également à 100% électrique. Donc on voit que vraiment toutes les marques rajoutent de l'électricité de plus en plus. Et il va falloir s'y faire. Donc, on peut commencer par l'hybride. En fait, une fois qu'on a goûté à ce côté électrique, c'est quand même assez intéressant. Après, le full rechargeable, c'est une autre idée. Il faut avoir la prise à la maison. C'est un autre budget également. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le meilleur compromis parce que ça baisse également les émissions, ça baisse les consommations et c'est plutôt agréable parce qu'à chaque feu, on a arrêté. Si vous regardez les vidéos, je le dis assez souvent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous choisiriez? Du micro-hybride, du mini-hybride? Pas du tout, un V12, un V10 ou quoi que ce soit. Et même ces voitures commencent à avoir des micro-hybridations, ce qui est quand même intéressant parce que c'est vrai que faire tourner un V12 au feu, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai fait la McLaren il n'y a pas longtemps, il y avait quand même une petite, un start and stop, c'était pas vraiment une micro-hybridation il me semble. Mais pour moi, je trouve ça assez intéressant. Bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets techniques, vous le mettez dans les commentaires et j'essaye de vous trouver un ingénieur pour en parler. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.